Maître Isabelle Manavia Meganvi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupe parlementaire ANC. La semaine dernière, les travaux au Parlement ont été très rigoureux. Le processus d'adoption du nouveau code pénal a été expéditif. Qu'est-ce qui justifie cela? Merci. En fait, je crois que dire que les travaux ont été expéditifs, bon, moi je ne le crois pas. Parce que vous savez, ce code pénal, on a débuté l'étude à Palimé en fin juin, depuis juin. On a délocalisé les travaux de la commission spéciale qui devait étudier donc ce code-là sur Palimé. On a commencé, on a fait 5 jours à Palimé et on est revenu ici. La commission a eu à travailler pendant plusieurs jours, a fait son rapport, lequel rapport a été réétudié avec le tableau d'amendement et autres. Et donc, je crois que c'est la partie visible de l'iceberg, en fait, la partie visible du travail parlementaire qui a été vue et qui consiste à étudier le test en plénière, puisque vous savez que quel que soit le temps passé sur le test en commission et autres, c'est la plénière qui décide donc du vote du test à la fin. Donc, moi, je crois que ce n'est pas le fait que ce travail était expéditif qui est le problème. C'est la volonté du gouvernement, à la limite, de tourner les Togolais en bourrique en insérant dans ce code-là des dispositions liberticides qui ont été rejetées dans d'autres tests et que, enfin, rejetées peut-être par la main gauche et que le gouvernement tente de réintroduire à travers ce code-là par la main droite. C'est en réalité ça le réel problème qui s'est posé. C'est vrai aussi que le nouveau code est très lourd. C'est pas moins de 1204 articles. Donc, c'est un code très lourd, très touffu, mais ce n'est pas cela qui a empêché les députés, en l'occurrence ceux du groupe parlementaire ANC, de faire consciencieusement leur travail. Ils ont fait leur travail, mais c'est l'opposition à laquelle s'est heurté le groupe parlementaire ANC. Donc face à la majorité unie à l'Assemblée nationale qui constitue, je dirais, l'échec de l'étude adéquate et du vote efficient de ce code. Oui, Madame la Présidente, nous parlons de ce que ces travaux ont été expéditifs, du fait que vous avez eu à vous entendre sur un certain nombre d'articles en mettant sans préjudice de. Mais il y a 2 articles qui posent aujourd'hui problème. Les articles 497 en matière de presse et puis l'article 198 qui pose le problème de l'imprescriptibilité. Alors, mais voilà pourquoi nous disons que les travaux ont été expéditifs, parce que les députés ne sont pas arrivés à avoir un consensus pour mettre tous les Togolais sur les mêmes bases. Non, je continue à dire que ce n'est pas le caractère. Enfin, il ne faut pas expliquer ce qui s'est passé ou bien ce problème-là par le fait que les travaux ont été expéditifs. C'est pas ça. C'est une volonté de délibérer, de faire comme cela. Parce que si ça n'est pas une volonté délibérée, moi je ne comprends même pas, par exemple, par rapport à l'article 497, ce que vient faire d'extension pénale d'emprisonnement dans un code, alors que le code de la presse a déjà traité ce problème-là. Vous vous rappelez, quand le code de la presse devait être voté, on avait mis des condamnations à des peines d'emprisonnement pour des délits de presse. Et à l'époque, nous avions fait face, à ce moment c'était l'ancienne législature, c'était avant que nous soyons renvoyés de l'Assemblée nationale, nous avons fait face à l'époque à l'opposition du groupe parlementaire RPT, qui a voté même, puisque ayant la majorité, ce test-là. Mais la fronde qu'il y a eu sur le plan même national et international a fait que le groupe est revenu en arrière et le chef de l'État a demandé une relecture.
laquelle relecture a fait qu'on a dû enlever les dispositions liberticides de ce code-là. Et c'est ce qui a donné lieu au code de la presse qui est applicable aujourd'hui. Seulement ce que nous disons, c'est que dans ce code pénal, on ramène encore ces condamnations-là, des peines d'emprisonnement pour les délits de presse et en donnant des explications qui ne se justifient pas. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas le fait que ça a été expédié. Et je le confirme en disant que ce code-là compte 1200 et quelques articles, mais c'est seulement 2 articles qui ont posé problème sur les 1200. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu l'attitude des députés de l'ANC, c'est que nous nous sommes abstenus. Nous n'avons pas voté pour, nous n'avons pas voté contre. Parce que le code contient des dispositions idoines de protection des droits de l'homme sur lesquels nous nous sommes battus pour que cela soit intégré au code pénal. Or, il se trouve aujourd'hui que toute cette bataille-là, à la limite, est vaine à cause de ces 2 articles-là qui posent problème, notamment l'article 198 et l'article 497. Et donc, ces articles-là, pour nous, regorgent ou bien renferment des dispositions de principe sur lesquelles nous ne pouvons pas transiger. Voilà pourquoi nous n'avons pas participé au vote, parce qu'il n'est pas possible qu'au jour d'aujourd'hui, en 2015, on puisse intégrer encore dans un code pénal des dispositions aussi liberticides. Madame la Présidente, qu'est-ce qui justifie le fait que vous êtes battu, mais que vous n'avez pas eu gain de cause? Oui, mais par la volonté. D'abord, il faudrait, pour pouvoir expliquer cela, qu'on dise sur quoi. On ne s'est pas entendu. En réalité, il y a d'abord l'article 198. Vous savez, le code, ce code-là était nécessaire parce que l'ancien code pénal datait d'abord de 1980. Donc c'est un code très vieux qui ne prend pas en compte, qui ne prévoit ni réprime les nouvelles infractions. Vous savez, le monde évolue aujourd'hui, la cybercriminalité et tout le reste. Il y a également les grands principes mondiaux de protection des droits de l'homme qui ne figurent pas dans le code. La torture, le crime d'apartheid, le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et autres qui ne figuraient pas dans l'ancien code. Et il était essentiel. Le Togo étant signataire de plusieurs conventions, de plusieurs traités sur ces genres de dispositions, il était nécessaire pour que cette disposition-là soit applicable au Togo, que cela soit retranscrit dans l'ordonnancement juridique national. Et donc c'est pour ça qu'il était important que ces dispositions-là soient retranscrites dans le code pénal. Et donc c'est ce qui a été fait. Mais en réalité, nous avons eu le premier blocage sur le crime de torture. Parce que dans le code, on a essayé de faire la part des choses. Lorsque la torture est commise sous le crime contre l'humanité et autres, le code rend la torture imprescriptible. Mais lorsque la torture est commise en temps, je dirais, normal, c'est-à-dire, quand je parle de temps normal, ça veut dire qu'on n'est pas en période de guerre. Prenons l'exemple, dans le dossier Pachanasimbi, vous vous rappelez qu'on a fait état de torture qui a été infligée sur les détenus à l'époque avérés, qui a nécessité une enquête de la CNDH, qui a sorti un rapport qui a été falsifié, tout ça, et puis tout le bouquin qu'il y avait eu dessus. Ces genres de crimes-là ne sont pas imprescriptibles selon le code, article 198. Et donc nous avons dit que, connaissant l'histoire de la torture dans notre pays, il est anormal que le code décide aujourd'hui d'incriminer la torture, ce qui n'était pas le cas avant, d'incriminer la torture pour répondre aux exigences des conventions signées, ratifiées par le Togo. Parce qu'il faut rappeler que le Togo est signataire de la convention contre la torture et même signataire du protocole additionnel de cette convention-là. À partir de ce moment-là, il était important que l'on intègre là-dedans. Maintenant, là où le problème se pose, c'est qu'on ne rend pas ce crime-là imprescriptible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
celui qui s'est rendu coupable d'un tel crime peut profiter du délai de prescription pour que ce crime-là reste impuni. Or, nous disons que le Togo, ayant connu une telle histoire sur la torture, ne peut pas faire de la torture une infraction comme les autres, hein, comme un simple délit prescriptible selon la loi. Donc, c'est là où le problème se pose. Ça voudrait dire que pour nous, lorsque vous commettez ce genre d'infraction, même lorsque vous êtes au bord de votre tombe, vous devez être puni, comme le sont jusqu'au jour d'aujourd'hui les anciens nazis, hein, qui même sont aujourd'hui âgés de près de 100 ans, mais qui continuent à être poursuivis parce que les crimes qu'ils ont eu à commettre sont des crimes innommables, et donc que ces crimes-là ne peuvent pas être couverts par le temps. Et donc c'est ce que nous avons demandé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait la Tunisie aussi, puisque la Tunisie aussi a connu, hein, avec le président Ben Ali et sa clique, cette histoire de torture et autres. Et donc, lorsque la Tunisie a décidé d'incriminer la torture pour répondre donc aux mêmes exigences que le Togo, mais la Tunisie a rendu le crime de torture imprescriptible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'ONU a envoyé récemment une mission d'observation au Maroc, et aujourd'hui, le rapport pondu par cette mission-là, c'est de contraindre le Maroc, qui avait incriminé la torture, mais ne l'a pas rendu imprescriptible aussi, qui exige que le Maroc rende le crime de torture imprescriptible. Donc, ce que nous disons, c'est que aujourd'hui, l'évolution du monde sur la protection des droits de l'homme va nous amener à revenir sur ce test. Et donc, pour nous, il était essentiel de le faire dès à présent, comme le fait de rendre le crime de torture imprescriptible, comme cela se fait et comme l'ONU l'exige aujourd'hui dans certains pays qui sont habitués du fait. Et le Togo figure en bonne place en la matière. Et donc, voilà le premier point d'achoppement, hein, qui est intervenu entre nous. Bien évidemment, la majorité unie a soutenu le gouvernement dans le fait de refuser de rendre ce crime de torture-là imprescriptible. Et donc, nous avons dit que ce n'était pas normal, qu'il était essentiel que ce crime-là soit rendu imprescriptible. Ensuite, et non moins grave, c'est l'article 497. L'article 497 qui reprend en fait l'incrimination, ou bien qui assortit le délit de presse de peine d'emprisonnement privative, donc de liberté. Et donc je ne vais pas revenir sur l'histoire, hein, de la bataille que nous avions eu à mener à l'époque dans l'ancienne législature, et également la bataille que les journalistes, les organes de presse et autres ont menée pour que le code de la presse aujourd'hui soit un code de la presse normal, hein, qui sanctionne de peine d'emprisonnement, qui a mis au point les règlements, hein, des problèmes lorsque il y a des délits de presse avec la HAC et tout le reste, par les amendes et autres, et tout ça. Mais les peines d'emprisonnement aujourd'hui, pour la presse, nous disons que ce n'est pas possible. Or, vous verrez que l'article 497 prévoit jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour les délits de presse, ce qui n'est pas possible. Nous ne pouvons pas, en 2008, voter un code de la presse, hein, qui prend comment dire, qui prend l'engagement, hein, de rendre la liberté de la presse effective, et puis en 2015 reculer, comme l'a dit quelqu'un, 100 ans en arrière, pour aujourd'hui incriminer le délit de presse par l'emprisonnement. Ce n'est pas possible. Et nous sommes étonnés, voire même choqués par ce comportement-là, parce que, mais quand même, le chef de l'État, il était parti en France, en plein hiver, hein, costume, manteau et tout le reste, et a défilé, a dit qu'il était Charlie. Ben, être Charlie, c'est prendre l'engagement de respecter la liberté de la presse. Alors, la liberté de la presse, là, valable pour la France et pas pour le Togo, son propre pays. Il ne peut pas être parti en France défiler, avoir son homologue français, hein, pour dire qu'il est Charlie, et revenir ici emprisonner les journalistes pour des cas de délit de presse. Nous disons que ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas, dans notre pays,
continuer à faire un pas en avant et 4 pas en arrière. Ce n'est pas possible. En 2015, il n'est pas possible qu'il puisse y avoir de telles dispositions dans un code pénal en ce qui concerne la presse. La liberté de la presse, je crois que c'est le minimum, hein, et c'est de haute lutte que cette liberté de la presse a été obtenue par les Togolais. Il n'est pas possible de revenir là-dessus. Et donc, voilà les 2 dispositions sur lesquelles nous ne nous sommes pas tombés d'accord. Et je vous garantis que ce n'est pas le temps qui a manqué, mais c'est que le gouvernement était décidé à sanctionner les délits de presse par l'emprisonnement. D'ailleurs, le commissaire du gouvernement l'a dit. Il n'a pas caché que les journalistes aujourd'hui font à la limite n'importe quoi et se targuent de dire que tout ce qu'ils diront, ils ne peuvent pas faire la prison et qu'il y a nécessité de mettre de l'ordre dans tout ça. On ne met pas de l'ordre en emprisonnant les gens pour des délits de presse. Je suis désolé, mais on est en 2015 et nous estimons que ça n'est pas possible. Vous savez, nous ne sommes pas... pour les journalistes, ils ne nous font pas de cadeaux non plus. Hein. Je crois que le parti qui est le plus vilipendé sur les ondes, c'est l'ANC et son président, M. Jean-Pierre Fabre. Mais ce n'est pas pour cela que nous rendrons complices de l'emprisonnement demain de quelques journalistes que ce soit. Lorsque vous décidez de faire la politique, vous devez avoir le dos large et laisser chacun faire son travail et prendre ses responsabilités. Nous estimons que ce n'est pas un enfermement ou un emprisonnement à tort et à travers les journalistes que le problème du Togo serait réglé. Voilà pourquoi nous avons voté contre ce test-là lorsque nous étions en train de faire l'étude particulière des dispositions du code pénal. Nous avons voté contre ce test, ce qui n'est pas bizarrement le cas de certains partis de l'opposition. Qui ont voté pour? Ah oui. Parce que certains partis députés de l'opposition togolaise ont voté pour cet article-là. Nous avons entendu certains responsables politiques de l'opposition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et vous devez penser et croire qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas pris part au vote, mais on se rend compte maintenant que ce vote a été fait, et que compte faire maintenant la formation que vous représentez? D'abord, nous avons fait notre part. Parce que vous savez, à l'Assemblée nationale, nous sommes minoritaires. Ceci explique cela. Nous sommes minoritaires et la plupart du temps, tout ce que nous défendons, parce que ce qui est extraordinaire et qu'il faut rappeler aussi, c'est que le gouvernement, dans sa justification de cet article 497-là, nous disait que non, que ça ne concerne pas les journalistes, que pour les journalistes, c'est le code de la presse et que cet article-là concerne les autres Togolais qui ne sont pas des journalistes. Alors, prenant le gouvernement au mot, le vice-président du groupe parlementaire ANC, Maître Dobrousse, a dit, ah, si ça n'est ainsi, en ce moment-là, nous proposons un amendement à cet article. Donc, nous disons, parce que l'article tel qu'il a été voté est rédigé comme suit. La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, etc., est punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions. L'auteur de nouvelles fausses, etc., est puni d'une peine de 3 ans d'emprisonnement à 1 million, etc., en cas de récidive et tout le reste. Alors, Maître Dobrousse a dit, si cet article-là n'est pas dans l'intention d'emprisonner les journalistes, auquel cas, l'ANC propose un amendement. L'amendement libellé comme suit. Sans préjudice des dispositions du code de la presse, la publication, la diffusion, la reproduction, etc., etc. Mais ils ont dit non. Ils ont dit non. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le procureur de la République, par exemple, assurant le ministère public, décide de poursuivre un journaliste sur la base de cet article 497, on va au tribunal, parce que c'est ce que dit le ministre. Il dit, il suffit au tribunal que le journaliste montre ou bien prouve son état de journaliste, sa fonction de journaliste
Donc, la poursuite sur la base de l'article 497 va être abandonnée au profit du code de la presse. Ce n'est pas vrai. Nous sommes en matière pénale et en matière pénale, la loi est d'application stricte. Alors, devant un procureur ou devant le ministère public, lorsque ce test-là est voté tel quel et vous y allez, vous avez beau monter votre carte de presse et tout le reste, le procureur, lui, n'a pas dans ce test-là que les journalistes sont exceptés de l'application de ce test. Non, ce n'est pas parce que vous lui présenterez un code de la presse que lui va abandonner. Il va dire non, que lui, il ne poursuit pas sur la base du code de la presse, il poursuit sur la base du code pénal, qui lui donne la latitude de poursuivre. Sans exception, parce que ici, ce n'est pas sans préjudice des dispositions du code pénal. Si au moins on avait mis sans préjudice des dispositions du code pénal, on aurait compris que ce n'est pas la presse qui est visée par cet article. Ayant refusé même cet amendement-là, fait par l'ANC, c'est là où nous avons compris que cet article est bel et bien dirigé contre la presse. Donc voilà, ça veut dire que nous dénonçons les choses, mais nous proposons aussi, en prenant appui sur les explications que donne le gouvernement lui-même pour justifier l'existence de cet article-là dans le code pénal. Voilà ce que nous avons fait. Mais nous avons fait tout ça, mais du fait de ce que nous sommes minoritaires à l'Assemblée, vous savez, la majorité là, qui est à l'Assemblée a décidé de voter l'article tel quel. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que nous, en tant que groupe parlementaire, en tant que parti politique, nous allons faire notre part jusqu'à ce que les choses reviennent à l'endroit. Mais ce que je déplore aussi, c'est l'inaction sur la question de la société civile. Parce que nous n'avons pas beaucoup entendu nos associations et autres de protection, parce qu'il s'agit de problèmes de protection des droits de l'homme, là, des journalistes. Nous ne les avons pas beaucoup entendus parler. Mais elles, la plupart du temps, qui sont promptes à dénoncer les partis politiques sur le fait qu'ils ne font pas leur travail, etc. Et tout ça. Mais le silence à leur niveau nous paraît assourdissant. C'est vrai que les journalistes se sont levés, nous avons vu les déclarations faites par les organes, les différents organes de presse et autres et tout ça. Mais je dis que la lutte sur cet article-là doit continuer sur le fait de dépénaliser les délits de presse. Cette lutte-là doit continuer et c'est ce à quoi nous nous sommes attelés et nous continuerons à nous atteler. Mais je dis que chacun doit faire sa part. La société civile aussi doit s'y mettre, elle qui doit être fondamentalement au point dans cette lutte-là pour prêter main forte aux journalistes dans ce combat. Madame la Présidente, vous avez doigté tout à l'heure les membres de la société civile, mais on vous reproche le fait que vous ne communiquez pas et que vous n'usez pas de votre droit d'interpellation conformément à l'article 96 de la Constitution. Bon, d'abord, on nous reproche beaucoup de choses. J'ai entendu, ils s'entendent souvent sur les radios, ah oui, les députés ne font rien, ils sont là-bas, ils touchent des indemnités énormes, etc. et autres et tout. Or, nous qui sommes là-bas, nous savons que nous passons notre temps à travailler, à ne plus en finir. Je regrette que les gens puissent faire ces genres de commentaires et de reproches sans prendre la peine même de vérifier ce qui se passe. Vous savez, les séances plénières de l'Assemblée nationale sont publiques. Mais nous ne voyons pas beaucoup de gens faire le déplacement de l'Assemblée nationale pour venir voir ce qui s'y passe. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dénoncé et que j'ai toujours dit lorsque je communique, lorsque je parle de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, j'invite tout le temps les gens à venir voir ce qui se passe et à constater par eux-mêmes si le travail se fait ou ne se fait pas. En tous les cas, je ne pense pas que les journalistes, moi, me reprocheraient de ne pas communiquer parce que à la limite, je ne fais que ça. Tout le temps, je le fais et je suis en train de le faire. Nous communiquons assez sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale et ce qui se passe à l'Assemblée nationale doit être porté à la connaissance de la population par vous aussi, les journalistes. Je sais que beaucoup d'entre vous viennent à l'Assemblée nationale pour pouvoir, mais moi, je m'attends à voir plus de personnes venir.
Sur ce code-là, moi j'ai communiqué dans mes émissions, lorsque nous étions en train d'étudier le code au niveau de la commission, j'ai beaucoup communiqué là-dessus aussi, hein, sur ce qui se passe en commission avant que le code ne soit voté. Ensuite, les gens nous reprochent de ne pas interpeller le gouvernement parce que il est vrai que l'Assemblée nationale a deux fonctions. La fonction de vote de la loi et la fonction de contrôle de l'action gouvernementale. C'est vrai que ce que les gens voient souvent, c'est la première fonction, celle du vote de la loi. C'est ça que, et encore que les gens se plaignent même là-dessus, puisque à la télévision nationale, on nous voit lever la main, baisser la main, etc. Je dis en passant que le travail parlementaire, ce n'est pas ça, hein, c'est peut-être seulement la partie visible de l'iceberg que les gens voient, hein, en plénière. Ça, c'est la plénière. Mais je dis que le travail fondamental, même dans le vote ou l'étude d'une loi, se fait en commission. Ceci dit, en passant, c'est que les gens ne savent pas non plus que les interpellations procèdent d'une procédure bien déterminée par le code, par notre règlement intérieur. Et donc, nous avons déposé, conformément au règlement intérieur, ce que nous appelons les questions orales avec débat ou les questions d'actualité sur la table de l'Assemblée nationale. Maintenant, il revient à ce que, puisque les interpellations, c'est des ministres que vous interpellez pour qu'ils viennent répondre à telle ou telle question intéressant leur ministère. Bon, bien évidemment, si vous déposez et que le ministre refuse de venir, vous ne pouvez pas aller le prendre par le collet, hein, et l'amener à l'Assemblée nationale pour qu'il vienne répondre, hein, des questions que vous lui posez. Donc, c'est à notre corps défendant que des fois, nous déposons, hein, des questions sur la table de l'Assemblée et que la séance, pour que le ministre puisse venir répondre à nos questions-là, ne s'organise jamais. Sûrement pas de notre faute, parce que si nous avons déposé l'interpellation, c'est bien parce que nous voulons que le ministre vienne s'expliquer. Maintenant, quand il ne vient pas, ça, c'est plutôt à l'exécutif qu'il faut poser la question. Madame la Présidente, simple question de curiosité, l'ANSI a déposé combien de questions? Oh, plusieurs, je dirais, plusieurs. Et nous continuons déjà, nous ne nous arrêtons pas, hein, nous continuons à en déposer sur tous les problèmes de société qui se passent.